ce qui m'a toujours frappé en consultation, c'est que, les personnes qui souffrent le plus de ne pas avoir beaucoup d'amis ne souffrent pas réellement du nombre. Elles souffrent du sens qu'elles donnent à ce nombre. Elles se disent que cela signifie quelque chose de négatif sur elles, qu'elles ne sont pas intéressantes, qu'elles ne sont pas aimables, qu'il leur manque une qualité essentielle et cette, interprétation silencieuse devient bien plus douloureuse que la solitude elle-même. On vit dans une époque où la quantité de relations est devenue une mesure implicite de valeur personnelle. Réseaux sociaux, groupes, invitations, photos collectives, tout semble indiquer que celui qui est entouré est réussi, mais ce que presque personne ne prend le temps d'examiner, c'est que la rareté relationnelle peut révéler non pas un manque, mais une exigence, une, euh, une profondeur, parfois même une maturité affective. Beaucoup de personnes confondent isolement et sélection. L'isolement est subi, la sélection est choisie, parfois inconsciemment, lorsqu'on a traversé certaines expériences, lorsqu'on a développé une sensibilité particulière, on ne se satisfait plus de relations superficielles. On ne cherche plus simplement une présence, on cherche une résonance et cela réduit naturellement le nombre de personnes avec lesquelles on se sent réellement aligné. Le manque d'amis peut aussi révéler un rapport exigeant à l'authenticité. Certaines personnes ne savent pas jouer un rôle social en permanence. Elles ne savent pas feindre l'intérêt ni multiplier les interactions vides. Cela peut les rendre plus discrètes, parfois plus solitaires, mais pas moins riches intérieurement. Au contraire, il y a souvent derrière cette solitude une vie intérieure dense, une capacité d'introspection, une profondeur émotionnelle que l'agitation sociale ne permet pas toujours de cultiver. Ce qui est fascinant, c'est que notre cerveau interprète la solitude sociale comme une menace. Biologiquement, nous sommes câblés pour appartenir. L'exclusion active des circuits proches de la douleur physique, mais cela ne signifie pas que toute solitude est pathologique. Cela signifie simplement que notre système d'alarme s'active dès qu'il perçoit une différence entre nous et le groupe. Et cette activation peut nous pousser à tirer des conclusions hâtives sur notre propre valeur. La vraie question n'est donc pas combien d'amis ai-je, mais quelle est la qualité du lien que je recherche. Certaines personnes ont peu d'amis parce qu'elles ne supportent plus les relations basées sur la comparaison, la compétition silencieuse ou la validation constante. Elles préfèrent peu, mais vrai. Et cette préférence n'est pas un défaut, c'est une orientation psychique et il existe aussi une autre dimension dont on parle rarement. Avoir peu d'amis peut être le signe d'une phase de transformation. Lorsqu'on évolue intérieurement, nos repères changent, nos intérêts changent, nos valeurs se redéfinissent et il arrive que les anciennes amitiés ne correspondent plus à ce que nous devenons. Ce décalage crée un espace vide, un espace inconfortable. Mais cet espace est souvent le prélude à une reconstruction plus cohérente. Ce que presque personne ne comprend, c'est que la solitude relationnelle peut être un passage initiatique, non pas une condamnation, mais une transition. Un moment où l'on apprend à se rencontrer soi-même avant de rencontrer pleinement les autres. Et cette étape, bien que silencieuse, est profondément structurante pour l'équilibre psychique. Ce qui rend cette période troublante, c'est pas seulement le silence autour de soi, c'est le dialogue intérieur qui s'intensifie. Lorsqu'il y a moins de voix extérieures, la nôtre devient plus audible. Et cette voix n'est pas toujours tendre. Elle questionne, elle doute, elle compare. Elle demande pourquoi les autres semblent entourés pendant que nous traversons une forme de retrait social. C'est souvent là que naît une interprétation erronée. Si je suis moins entouré, c'est que quelque chose ne va pas chez moi. Or, la psychologie nous montre que nous avons tendance à personnaliser ce qui est en réalité situationnel. Une phase de solitude peut correspondre à une période d'introspection, de repositionnement identitaire. Lorsque nous changeons intérieurement,
Nos anciennes appartenances ne suffisent plus. Nous devenons plus sélectifs sans même nous en rendre compte. Nos critères relationnels évoluent. Nous ne cherchons plus simplement à être acceptés, mais à être compris. Euh, cette nuance est essentielle. Être accepté demande souvent de s'adapter. Être compris demande d'être soi. Et être soi implique parfois de réduire le cercle. Et il y a des personnes qui ont peu d'amis parce qu'elles ont cessé de se suradapter. Elles ne riment plus à des conversations qui ne les intéressent pas. Elles ne participent plus à des dynamiques qui les épuisent. Elles ne se forcent plus à correspondre à une image attendue. Ce choix, même inconscient, crée une distance. Biologiquement, notre système nerveux recherche la sécurité dans l'enfance. Appartenir au groupe était vital. Être exclu signifiait être vulnérable. Cette mémoire archaïque est toujours active. Ainsi, lorsque nous constatons une diminution du cercle social, l'alarme intérieure peut s'activer. Mais il est crucial de distinguer l'exclusion subie de la différenciation choisie. Dans le premier cas, il y a blessure. Dans le second, il y a croissance. Souvent, la rareté relationnelle révèle une capacité à tolérer la solitude, et cette capacité est un indicateur puissant de maturité psychologique. Beaucoup de personnes remplissent leur agenda pour éviter de se confronter à elles-mêmes. Elles multiplient les interactions pour ne pas ressentir le vide. Mais celui qui peut rester seul sans se fuir développe une solidité intérieure remarquable. Il apprend à se réguler émotionnellement sans dépendre en permanence d'une validation extérieure. Il existe aussi un lien entre la profondeur émotionnelle et la sélectivité relationnelle. Plus une personne est sensible, plus elle perçoit les incohérences, les tensions, les non-dits. Cette sensibilité rend certaines interactions fatigantes. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une forme d'exigence affective. Elle recherche des échanges authentiques, des conversations qui nourrissent, des silences partagés qui apaisent, et ces expériences sont rares. Par ailleurs, dans nos sociétés hyper connectées, l'illusion d'abondance relationnelle masque souvent une grande fragilité des liens. On peut avoir des centaines de contacts et se sentir profondément seul. À l'inverse, certaines personnes disposent de 2 ou 3 relations solides et se sentent intérieurement soutenues. Le nombre ne dit rien de la qualité du lien. Et pourtant, nous continuons à juger la richesse sociale à travers des indicateurs quantitatifs. Ce que le manque d'amis révèle parfois, c'est aussi un processus d'individuation. Lorsque l'on commence à se détacher des attentes collectives, lorsque l'on affirme ses propres valeurs, il y a un temps d'ajustement et certaines relations ne suivent pas. D'autres s'éloignent naturellement. Euh, ce n'est pas toujours dramatique, c'est parfois simplement le signe que nous cessons de vivre pour plaire et que nous commençons à vivre pour être cohérents. Et cette cohérence intérieure, bien qu'elle puisse isoler temporairement, prépare des liens plus profonds à venir, car lorsqu'on ne cherche plus désespérément à être entouré, on devient plus disponible pour des rencontres authentiques. La solitude cesse d'être une menace et devient un espace de clarification. Elle permet de comprendre ce que l'on attend réellement d'une amitié, ce que l'on est prêt à offrir et ce que l'on ne veut plus tolérer. Il y a un autre aspect dont on parle peu lorsque l'on évoque le manque d'amis, c'est la question de l'estime de soi. Beaucoup imaginent que moins on est entouré, plus cela signifie que l'on manque de valeur. En réalité, c'est souvent l'inverse qui se joue en profondeur. Lorsqu'une personne commence à se respecter davantage, elle tolère moins les relations déséquilibrées, les dynamiques où elle donne toujours plus qu'elle ne reçoit, les échanges où elle se sent invisible. Ce repositionnement intérieur réduit naturellement le nombre de liens, mais il augmente leur qualité. L'estime de soi agit comme un filtre. Lorsque ce filtre est fragile, on accepte presque tout pour éviter la solitude. On dit oui alors qu'on voudrait dire non. On s'adapte excessivement. On rit pour ne pas déranger. Mais lorsque ce filtre se renforce, certaines relations ne passent plus, non par mépris, mais par cohérence. Ce qui semblait normal auparavant devient pesant
Et ce tri, bien qu'inconfortable, est un signe d'évolution. Il faut également comprendre que l'amitié exige du temps, de la disponibilité psychique et une certaine stabilité émotionnelle. Dans les périodes de surcharge mentale, de transition professionnelle, de remise en question existentielle, notre énergie est mobilisée ailleurs, nous avons moins de ressources pour entretenir des liens multiples. Cela ne signifie pas que nous sommes incapables d'aimer ou d'être aimés. Cela signifie simplement que notre priorité momentanée est ailleurs. Le cerveau, lui, ne fait pas toujours cette distinction. Il interprète la diminution des interactions comme un déficit. Il active des pensées comparatives, les autres ont plus d'amis, les autres sortent davantage, les autres semblent plus entourés. Cette comparaison constante nourrit un sentiment d'infériorité artificielle. Or, ce que nous comparons, ce sont des surfaces. Nous ne voyons ni la profondeur réelle des liens des autres, ni leur solitude cachée. Il existe aussi une dimension plus intime encore. Certaines personnes ont peu d'amis parce qu'elles ont été profondément déçues. Elles ont appris à se protéger, elles ont connu des trahisons, des ruptures, des malentendus répétés, et inconsciemment, elles ont resserré le cercle. Ce mécanisme n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de protection. Le problème apparaît seulement lorsque cette protection devient fermeture totale. Il est donc essentiel de se poser une question honnête. Mon manque d'amis est-il un choix aligné ou une défense figée? Si c'est un choix aligné, il s'accompagne d'une paix relative, même si parfois teintée de nostalgie. Si c'est une défense figée, il s'accompagne d'amertume, de méfiance généralisée, d'un sentiment d'exclusion douloureux. Cette distinction est fondamentale pour comprendre ce que révèle réellement notre situation relationnelle. La maturité affective consiste précisément à trouver cet équilibre subtil entre ouverture et discernement. Être capable d'accueillir de nouvelles relations sans se dissoudre en elles. Être capable de poser des limites sans ériger des murs infranchissables. Et cela demande du temps, des ajustements, parfois des phases de solitude nécessaires pour recalibrer nos attentes. Il est intéressant de noter que les personnalités plus introspectives, plus sensibles, plus réflexives ont statistiquement des cercles relationnels plus restreints. Non parce qu'elles sont moins sociables, mais parce qu'elles investissent profondément. Elles privilégient l'intensité à la dispersion. Elles cherchent des échanges qui ont du sens. Elles préfèrent une conversation longue et sincère à une multitude d'interactions superficielles. Finalement, le manque d'amis peut révéler une transition silencieuse vers une vie plus cohérente. Une période où l'on apprend à être bien avec soi-même avant de chercher à être validé par le regard collectif. Et cette capacité à rester debout dans le silence social est une compétence psychologique précieuse. Elle prépare le terrain pour des liens plus authentiques, plus équilibrés, plus nourrissants. Il y a également un malentendu profond autour de la notion d'intégration sociale. Nous avons été éduqués à croire que plus nous sommes intégrés, plus nous sommes adaptés, mais l'adaptation permanente a un coût psychique. Lorsqu'une personne passe des années à ajuster ses opinions, ses goûts, sa manière de parler pour correspondre à un groupe, elle finit par se perdre. Et parfois, la réduction du cercle amical marque précisément le moment où elle cesse de se trahir. Cette phase peut être déroutante. Elle donne l'impression d'un vide. Certains week-ends paraissent plus silencieux. Certaines invitations ne viennent plus. Mais ce silence n'est pas nécessairement un échec social. Il peut être un espace de reconstruction identitaire. Un temps où l'on se demande ce que l'on aime vraiment, ce que l'on pense réellement, sans l'influence constante d'un regard extérieur. Le manque d'amis révèle aussi notre rapport à la dépendance affective, lorsqu'on ne supporte pas d'être seul, lorsqu'on cherche constamment une présence pour se rassurer. Ce n'est pas l'amitié qui est en jeu, mais l'angoisse de solitude. Cette angoisse pousse parfois à maintenir des liens insatisfaisants simplement pour combler le vide. Apprendre à supporter ce vide sans le remplir immédiatement est une étape cruciale de maturité émotionnelle. Sur le plan neurologique, la solitude active des circuits proches de ceux de la douleur sociale, mais cette activation n'est pas un verdict définitif. Elle signale simplement
que notre cerveau perçoit un manque de connexion. Ce signal peut nous pousser vers deux directions opposées, soit vers la quête désespérée de validation, soit vers une exploration intérieure plus profonde. La direction choisie dépend souvent de notre capacité à tolérer l'inconfort initial. Il est frappant d'observer que certaines personnes très entourées se sentent pourtant invisibles. Elles participent à des groupes, à des événements, à des discussions, mais elles n'osent jamais se montrer telles qu'elles sont. Elles maintiennent une image sociale acceptable. À l'inverse, une personne ayant peu d'amis mais se sentant comprise dans ses quelques relations vit une sécurité affective bien plus solide. Le manque d'amis peut donc révéler une exigence d'authenticité. Il peut signifier que nous ne voulons plus jouer un rôle, que nous préférons être parfois seuls plutôt que mal accompagnés. Cette préférence demande du courage. Elle demande de résister à la pression implicite qui valorise la popularité. Elle demande d'accepter que l'on ne sera pas apprécié par tout le monde. Il révèle aussi notre capacité à investir dans la profondeur plutôt que dans la quantité. Une relation sincère demande du temps, de l'écoute, de la vulnérabilité. Elle demande d'accepter d'être vu avec ses fragilités et multiplier les relations peut parfois être une manière d'éviter cette exposition intime. Réduire le cercle oblige à entrer davantage dans la qualité du lien. Il est important également de reconnaître que la vie comporte des cycles relationnels. Certaines périodes sont expansives, d'autres plus introspectives. Il existe des moments où l'on rencontre beaucoup de personnes et d'autres où l'on consolide intérieurement ce que l'on a appris. Interpréter une phase plus solitaire comme une anomalie permanente est une erreur fréquente. Elle peut n'être qu'un passage. Ce que presque personne ne comprend, c'est que la solitude relationnelle peut être un laboratoire intérieur, un lieu où l'on observe ses attentes, ses peurs, ses blessures anciennes, un lieu où l'on apprend à devenir son propre soutien. Et paradoxalement, plus on devient capable de se soutenir soi-même, plus on devient apte à créer des relations équilibrées et libres. Il existe un point délicat qu'il faut aborder avec honnêteté. Parfois, le manque d'amis ne révèle ni supériorité morale, ni profondeur exceptionnelle, ni maturité avancée. Parfois, il révèle une difficulté relationnelle réelle, une peur du rejet qui empêche de s'engager, une hypersensibilité qui interprète trop vite un désaccord comme une attaque, une tendance à se replier au moindre conflit. Et cette lucidité est essentielle, car elle évite de transformer la solitude en justification confortable. La psychologie nous enseigne que nos modèles d'attachement façonnent profondément notre manière d'entrer en relation. Certaines personnes, ayant connu des liens instables ou imprévisibles dans l'enfance, développent une vigilance excessive. Elles scrutent les signes de distance, interprètent le silence comme une menace et parfois se retirent avant même que le lien ait eu le temps de se consolider. Ce retrait protège à court terme, mais isole à long terme. Le manque d'amis peut ainsi révéler une stratégie d'évitement, non pas un manque de valeur, mais une difficulté à tolérer la vulnérabilité, car l'amitié véritable implique un risque. Le risque d'être déçu, le risque d'être mal compris, le risque d'être abandonné. Et lorsque l'histoire personnelle a associé relation et souffrance, le cerveau préfère limiter l'exposition. Ce mécanisme est compréhensible. Il est même intelligent d'un point de vue adaptatif. Mais il devient problématique lorsqu'il rigidifie notre monde. Lorsque l'on conclut trop vite que personne n'est digne de confiance. Lorsque l'on se persuade que la solitude est toujours préférable au lien, la maturité affective ne consiste pas à fermer la porte pour éviter la douleur, mais à apprendre à entrer en relation avec discernement. Il y a aussi la question de la réciprocité. Certaines personnes ont peu d'amis parce qu'elles ont longtemps donné sans recevoir. Elles ont été le soutien, l'écoute, la présence stable. Et un jour, elles ont réalisé que l'échange était déséquilibré. Ce constat peut entraîner un retrait temporaire, non par amertume, mais par besoin de se réajuster. Ce retrait permet parfois de redéfinir ses limites. Le manque d'amis révèle donc souvent une phase de recalibrage.
on apprend à distinguer entre être indispensable et être respecté. On apprend à dire non sans culpabilité. On apprend à accepter que tout le monde ne peut pas entrer dans notre intimité. Cette sélection n'est pas élitiste, elle est protectrice. Elle garantit que l'énergie investie sera partagée. Un autre facteur rarement évoqué concerne la congruence personnelle. Lorsque l'on commence à aligner ses choix avec ses valeurs profondes, certaines relations ne suivent plus. Si l'on décide de ralentir, de réduire la compétition, de privilégier l'authenticité, il est possible que les environnements centrés sur la performance ou la comparaison deviennent inconfortables. Ce décalage entraîne parfois un éloignement naturel. Il est essentiel, dans ces moments, de ne pas conclure trop vite que l'on est inadapté. Évoluer implique souvent de perdre certains repères sociaux avant d'en construire de nouveaux. C'est une période de transition. Et toute transition comporte une part d'incertitude. Euh, Cette incertitude peut être interprétée comme un échec ou comme un signe de croissance. Tout dépend du regard que l'on porte sur soi. Euh, Finalement, le manque d'amis révèle une question centrale. Suis-je en train de me protéger excessivement ou suis-je en train de m'aligner davantage avec moi-même? Cette interrogation demande du courage car elle oblige à regarder en face ses peurs et ses désirs. Elle oblige à reconnaître ce qui relève de la blessure et ce qui relève du choix conscient. Il faut également parler du rapport entre solitude et identité. Lorsque nous sommes très entourés, une partie de notre définition de nous-mêmes repose sur le regard des autres. Nous savons qui nous sommes, parce que nous recevons des retours constants, compliments, critiques, réactions, invitations, tout cela façonne une image. Mais lorsque le cercle se réduit, cette validation extérieure diminue. Et alors surgit une question plus intime, qui suis-je lorsque personne ne me regarde? Ce moment peut être profondément déstabilisant. Sans miroir social permanent, certaines personnes ressentent une forme de vide identitaire. Elles ne savent plus très bien comment se situer. Mais ce vide peut devenir un espace d'élaboration personnelle, un lieu où l'on apprend à se définir non pas en fonction de l'approbation reçue, mais en fonction de valeurs intérieures plus stables. Le manque d'amis révèle souvent notre degré d'autonomie psychique. Sommes-nous capables de nous sentir légitimes sans validation constante? Pouvons-nous prendre des décisions importantes sans l'aval d'un groupe? Pouvons-nous supporter d'être parfois incompris? Ces compétences sont centrales dans la construction d'une identité solide. Il existe une illusion sociale tenace. Croire que l'intégration massive garantit le bien-être, or, le bien-être relationnel repose davantage sur la sécurité que sur la quantité. La sécurité affective naît de la confiance, de la cohérence, de la réciprocité. Elle n'exige pas un grand nombre de personnes. Elle exige quelques liens fiables. Par ailleurs, la solitude relationnelle peut révéler un besoin de lenteur. Dans des environnements où tout s'accélère, où les interactions sont rapides et fragmentées, certaines personnalités aspirent à un rythme plus posé. Elles ne se reconnaissent pas dans la superficialité des échanges rapides. Elles préfèrent les conversations profondes, les silences partagés, les moments qui prennent le temps. Ce décalage peut réduire le nombre de relations disponibles, mais il augmente leur densité. Il est important aussi de souligner que la solitude choisie n'est pas la même chose que l'isolement subi. La première est une décision temporaire pour se recentrer. La seconde est une souffrance prolongée qui mérite attention et soutien. Comprendre cette différence évite de romantiser toutes les formes de retrait social. Certaines solitudes sont fécondes. D'autres appellent une ouverture progressive vers l'extérieur. Le manque d'amis peut également révéler un moment de consolidation intérieure. Lorsque l'on traverse des remaniements professionnels, familiaux ou existentiels, l'énergie psychique est mobilisée vers l'intérieur, nous avons moins de disponibilité pour élargir le cercle. Cette concentration ne signifie pas que nous sommes fermés. Elle indique simplement que nous sommes en train de nous restructurer. Et paradoxalement, plus nous apprenons à être bien seuls, plus nous devenons attractifs relationnellement,
non pas au sens superficiel du terme, mais au sens profond. Une personne qui ne dépend pas désespérément du regard des autres dégage une stabilité rassurante. Elle entre en relation par choix, non par besoin urgent. Cette posture transforme la qualité des échanges. Ce que révèle alors le manque d'amis, ce n'est pas un déficit, mais une transition vers une identité plus autonome, une identité capable de s'appuyer sur elle-même tout en restant ouverte. Et cette autonomie, bien qu'elle puisse passer par des phases silencieuses, constitue l'un des piliers d'une vie affective équilibrée. Il y a aussi une dimension plus discrète encore. Le manque d'amis peut révéler notre rapport à la vérité. Entrer en relation implique souvent des compromis subtils. On évite certains sujets, on atténue certaines opinions, on arrondit les angles pour préserver l'harmonie. Cela fait partie du vivre ensemble. Mais certaines personnes ressentent un inconfort profond lorsqu'elles doivent trop ajuster leurs paroles pour rester acceptées. Elles préfèrent parfois le silence à une conversation qui les éloigne d'elles-mêmes. Ce choix n'est pas toujours conscient. Il se manifeste par une fatigue sociale rapide, par un besoin fréquent de solitude après des interactions, par une difficulté à maintenir des échanges superficiels. Cette fatigue n'est pas un signe d'inadaptation. Elle indique souvent une sensibilité élevée aux incohérences, aux tensions implicites, aux dissonances relationnelles. Et cette sensibilité réduit naturellement le nombre de liens durables. Il faut également évoquer la peur d'être vu réellement. L'amitié profonde demande une certaine nudité psychique. Accepter que l'autre perçoive nos fragilités, nos contradictions, nos zones d'ombre. Certaines personnes préfèrent rester en périphérie plutôt que d'exposer cette vulnérabilité. Elles maintiennent des relations correctes mais peu intimes. Et avec le temps, cela peut donner l'impression d'un cercle restreint. Le manque d'amis révèle parfois une difficulté à demander. Demander du soutien, demander de l'aide, demander du temps partagé. Beaucoup ont appris à se débrouiller seuls très tôt. L'autonomie est devenue une valeur centrale, mais cette autonomie peut se transformer en isolement si elle n'est pas équilibrée par la capacité à se laisser aider. La relation suppose une circulation, donner et recevoir. Un autre élément important concerne la transition des priorités au fil des années. À certaines étapes de la vie, le travail, la famille, les responsabilités prennent une place considérable. Le temps disponible pour nourrir des amitiés diminue. Ce phénomène est structurel, non personnel. L'interpréter comme une défaillance identitaire ajoute une souffrance inutile. Parfois, il s'agit simplement d'un réajustement de rythme. Ce que presque personne ne comprend, c'est que la qualité d'une vie relationnelle ne se mesure pas en visibilité sociale, elle se mesure en sécurité intérieure. Se sentir libre d'être soi, avec au moins une personne, se sentir accueilli sans devoir se modifier. Cela peut exister avec un cercle très restreint et cela peut manquer au cœur d'un réseau très vaste. Il est essentiel aussi d'abandonner la comparaison constante. Comparer son nombre d'amis à celui des autres revient à comparer des structures invisibles. Nous ne voyons ni la profondeur des liens, ni les fragilités, ni les tensions cachées. Nous comparons des apparences. Et cette comparaison nourrit un sentiment d'insuffisance qui n'a souvent aucun fondement réel. Le manque d'amis peut alors devenir une invitation à clarifier ce que nous attendons réellement d'une relation. Cherchons-nous la distraction ou la compréhension, la validation ou la sincérité, la présence constante ou la qualité rare? Ces questions, lorsque nous les affrontons honnêtement, transforment notre manière d'entrer en lien au fond. La solitude relationnelle peut être une étape vers une relation plus apaisée avec soi-même. Apprendre à s'écouter, à identifier ses besoins affectifs, à reconnaître ses limites, cette étape n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse. Mais elle prépare des amitiés plus alignées, plus solides, moins basées sur la peur de l'abandon et davantage sur la liberté choisie. Au terme de cette réflexion, il devient clair que le manque d'amis n'est ni une condamnation, ni une supériorité cachée. C'est un indicateur, un signal subtil
qui invite à interroger notre manière d'entrer en relation, notre rapport à nous-mêmes, notre capacité à supporter la solitude, sans la dramatiser. Derrière la réduction d'un cercle social peut se cacher une transformation intérieure profonde, mais aussi parfois une blessure qui demande soin et ouverture progressive. Ce qui importe n'est pas le chiffre, mais le mouvement. Sommes-nous dans une fermeture rigide ou dans un tri conscient? Sommes-nous en train d'éviter la vulnérabilité ou d'apprendre à choisir avec discernement? Cette nuance change tout. Car la solitude choisie fortifie, la solitude subie fragilise. Et la différence entre les deux réside dans la qualité du regard que nous portons sur nous-mêmes. Il est possible que cette phase révèle une maturité affective en construction. La capacité de dire non à ce qui ne nous correspond plus, la capacité de rester seul sans nous dévaloriser, la capacité d'attendre des liens qui résonnent plutôt que de multiplier les présences qui distraient. Cette patience relationnelle demande du courage dans un monde qui valorise l'immédiateté et la visibilité. Il est également possible que ce manque mette en lumière des peurs anciennes, des réflexes d'évitement, des déceptions non digérées. Dans ce cas, la solitude devient un terrain d'exploration. Elle invite à revisiter notre histoire, à comprendre nos mécanismes d'attachement, à assouplir progressivement les défenses devenues trop rigides. Elle n'est plus un verdict, mais un point de départ. Une vie relationnelle équilibrée ne consiste pas à être entourée en permanence. Elle consiste à se sentir suffisamment en sécurité pour être soi dans la présence de l'autre. Cela peut exister dans un cercle restreint, parfois même dans une seule relation significative, et lorsque cette sécurité est là, le besoin de quantité s'apaise naturellement. Il faut accepter que certaines périodes soient plus expansives et d'autres plus introspectives. La vie n'est pas linéaire. Elle alterne entre ouverture et recentrage. Interpréter chaque phase de solitude comme un échec revient à nier cette dynamique naturelle. Comprendre qu'elle peut être féconde permet de la traverser avec davantage de sérénité. Le manque d'amis révèle enfin notre capacité à nous tenir debout intérieurement, à ne pas dépendre exclusivement du regard extérieur pour nous sentir légitimes, à cultiver une relation avec nous-mêmes suffisamment solide pour que la solitude ne soit plus vécue comme une menace, mais comme un espace respirable. Cet apprentissage est discret, mais il transforme profondément la manière dont nous choisissons nos liens. Et paradoxalement, lorsque l'on cesse de courir après la validation sociale, lorsque l'on accepte pleinement ces phases plus silencieuses, quelque chose se détend. La relation devient moins une nécessité urgente et davantage un choix libre. C'est souvent à ce moment-là que des rencontres plus authentiques deviennent possibles. Non pas parce que nous avons cherché plus intensément, mais parce que nous sommes devenus plus alignés. Ainsi, le manque d'amis ne dit pas que nous sommes insuffisants. Il dit que nous sommes à un endroit précis de notre parcours. Un endroit qui mérite d'être observé avec honnêteté plutôt qu'avec jugement. Car comprendre ce que révèle cette situation, c'est déjà commencer à transformer notre manière d'être en lien avec les autres comme avec nous-mêmes.